Bonjour, Emery Delmotte. Bonjour Alison. Donc merci d'avoir accepté cette interview sur le sujet du bégaiement. Et donc, je vais vous poser quelques questions concernant le sujet. Et donc, pourriez-vous, s'il vous plaît, vous présenter et nous dire ce que vous faites dans la vie? Alors, je m'appelle Emery, j'ai 31 ans. Dans la vie, je suis product owner, donc c'est un genre de chef de produit pour dans le digital. J'ai un bégaiement depuis que j'ai à peu près 4 ou 5 ans. Mon métier, en fait, me demande de beaucoup parler et de beaucoup mener des meetings. Ah, super, d'accord, merci beaucoup. Et avez-vous toujours su que vous vouliez être entrepreneur? Et est-ce que le bégaiement a-t-il eu de quelque manière un impact sur votre choix de carrière? Alors, en fait, j'ai envie d'être entrepreneur depuis longtemps, mais sans rapport avec le bégaiement. C'est-à-dire que j'ai vécu à l'étranger et j'ai souvent été en contact avec des entrepreneurs locaux ou alors avec le milieu des startups. Et ça m'a vraiment inspiré de pouvoir monter son propre projet, de pouvoir avoir un impact sur les autres. Et du coup, ouais, c'est un peu un rêve que j'ai de un jour pouvoir lancer ma propre entreprise. Euh, et par rapport au bégaiement, le bégaiement a souvent été peut-être, enfin, moi je l'ai souvent perçu comme un obstacle à surmonter, mais j'ai toujours eu conscience que ça fait, même si ça fait partie de moi, ça ne me définit pas. Et donc du coup, il fallait que quoi qu'il arrive, j'essaye et que même si ça allait pas parfois être dur, il fallait tout simplement m'accrocher. D'accord, merci beaucoup pour ce témoignage. Et selon vous, quelle est la partie la plus intéressante de votre travail et pourquoi? Alors mon travail donc en tant que product owner, en gros, je travaille donc avec des projets, digitaux et donc je suis l'intermédiaire entre, le business et les développeurs et les managers. Et donc, en fait, ce que je fais, c'est que je traduis les besoins métiers en spécifications fonctionnelles. Et donc, il faut que je parle vraiment avec tout le monde et que je comprenne tout. Euh, Par exemple, si quelqu'un veut créer une application, c'est pas moi, cartographie où on peut voir où on est situé sur une carte comme Google Maps. Moi, par exemple, je parlerai aux utilisateurs ou alors aux clients et je leur dirai voilà, vous voulez quoi? Et une fois qu'eux m'auraient expliqué leurs besoins, moi, je suis en charge de les prioriser et de les organiser et puis, puis, puis de les spécifier, de les communiquer aux développeurs. Et une fois que les développeurs ont terminé leur travail, je suis en charge de tester pour assurer que le besoin a bien été compris. Et enfin, je suis en charge de communiquer les avancées. D'accord. Donc, je vois que vous avez beaucoup de contacts avec d'autres personnes dans votre profession. Exactement. Mhm. Et donc, vous avez vécu dans plusieurs pays et vous Ouais, parlez plusieurs langues. oui. Euh, donc, pouvez-vous nous partager vos expériences et la manière dont la vie à l'étranger vous a aidé à évoluer sur le plan professionnel? Alors, j'ai étudié à Montréal, au Canada, et donc là, c'était en français. Donc c'était pas une autre langue, mais après, je suis allé vivre en Mongolie pendant 1 an. Là-bas, j'ai travaillé pour une organisation non gouvernementale euh, et je parlais la plus grosse partie du temps en anglais. Après, j'ai fait un stage en Chine durant 3 mois
Donc là, je parlais en anglais et un tout petit peu en chinois. Et après, j'ai vécu 5 ans et demi au Japon. Et j'ai appris le japonais. Et ensuite, j'ai travaillé dans des entreprises japonaises. Et là, c'était en japonais tout le temps. Et sur le plan professionnel, en fait, ce que ça m'a apporté, c'est vraiment de voir différents contextes et différentes manières de faire. Par exemple, au Japon, les gens sont vraiment très, très structurés, vraiment très, très organisés. Et c'est quelque chose que j'ai encore avec moi aujourd'hui. Ça m'arrive donc dans mon entreprise et dans mon travail actuel, de trouver que c'est pas assez méthodique ou alors que c'est pas assez structuré et donc d'essayer d'imposer un peu ma propre structure. D'accord. Donc, c'est vraiment intéressant de voir comment, d'entendre votre arrière-plan assez international et également à quel point vous êtes polyglotte et des langues très différentes. Donc, merci pour ce témoignage. Et donc, comment avez-vous su donc, gérer les défis du bégaiement pour réussir sur le plan professionnel et devenir un orateur public? Ça a beaucoup été d'essais et d'erreurs, on va dire. Et en fait, il y a vraiment une différence avec le bégaiement. Enfin, ce que moi, j'ai vécu dans le milieu scolaire, où j'étais vraiment mal à l'aise et je me sentais beaucoup jugé. Et après, au moment où je suis rentré dans une école de commerce et plus tard à l'université, où je trouvais que c'était beaucoup moins, il y avait moins de jugement et que c'était beaucoup plus acceptant par rapport à mon handicap. Et donc, par rapport à ça, en fait, le contexte ayant changé, moi, ça m'a permis d'évoluer et de faire un travail sur moi-même par rapport à ça. Mais en fait, très très tôt, je me suis dit que je voulais absolument pas laisser le bégaiement me limiter et que je voulais à tout prix essayer d'être la personne qui était sur le devant de la scène et qui parlait. Et donc, du coup, j'ai pris beaucoup, enfin, à chaque fois qu'une opportunité se présentait pour faire des discours ou présenter quelque chose en classe ou en public ou n'importe quoi, j'essayais de apprendre. Et même si j'avais vraiment peur, c'était vraiment stressant. Au fur et à mesure des années, en fait, ça s'est amélioré, ça fait que j'ai été moins stressé en public. Et ça a eu un impact très positif sur mon bégaiement. Et ça m'arrive parfois encore de moins bégayer devant 100 personnes que devant 3 personnes. Ah. Oui, j'imagine, lorsqu'on est devant très peu de personnes, on se sent peut-être plus regardé que devant une foule de personnes. En fait, c'est parce que la façon dont on parle quand on fait des discours n'est pas la même que quand on parle naturellement. Quand on fait des discours en général, c'est un texte qu'on a déjà travaillé, qu'on connaît bien. C'est un texte sur lequel on peut en avance placer ses propres pauses et ses respirations, etc. Et surtout, en fait, on adopte vraiment une gestuelle et une posture qui nous permet d'être plus ancré, je pense. Tandis que quand, quand on est devant 2 ou 3 personnes, c'est beaucoup plus du tac au tac. Et du coup, il faut être plus réactif et on peut moins adopter des postures formelles parce que ça fait vraiment peu naturel. Et donc, du coup, je pense que c'est comme ce sont deux types de paroles très différentes, la parole en public et la parole en discussion, ça fait que pour certaines personnes, c'est parfois plus facile d'être fluide en public et non pas en privé.
Oui, je vois. D'accord, merci pour votre explication. Et donc, comment surmontez-vous la peur du bégaiement avant une prise de parole en public où vous êtes l'orateur invité? En fait, la prise de parole en public, euh, elle est moi, je la trouve beaucoup moins stressante qu'une, prise de parole, par exemple, à l'école, quand j'étais, adolescent. La prise de parole en public, en général, je l'ai vraiment, bien préparée, bien travaillée. J'ai pris mon temps pour écrire, mon texte et du coup, je je sais qu'il vient de moi et quelque part, ça m'aide un peu, à moins à choper dessus. Et en fait, bah, c'est vraiment énormément de travail et énormément de préparation. Par exemple, quand j'ai participé à un concours, d'éloquence pour personnes avec un bégaiement, donc on avait des sujets, il fallait défendre un pour ou un contre, mais pendant 2 semaines de préparation du sujet, heu, tous les jours, je me le récitais peut-être des dizaines de fois. Je travaillais ma posture, ma voix, ma respiration, à tel point que ça devenait un automatisme. Et donc, une fois sur scène, on a, on, quand on a tellement pratiqué avant, ça devient presque plus simple de le dire et d'être enfin devant le public. D'accord. C'est vrai que on peut voir que ça demande beaucoup de travail. Et donc, on voit très bien les efforts que vous avez fournis dans votre expérience. Euh, et donc, dans votre expérience, quels ont été les éléments clés qui vous ont permis de ne pas renoncer à vos rêves de carrière et de les réaliser? Euh, les éléments clés. En fait, je pense que j'ai toujours eu l'envie d'utiliser les émotions négatives qu'on peut avoir également comme la honte ou la frustration ou alors la peur. Donc de les utiliser comme de l'essence à moteur en fait, pour me propulser vers ce que je voulais. Et ça tient beaucoup au fait que quand j'étais étudiant, j'ai participé à beaucoup de séminaires sur le leadership et sur comment devenir un leader, comment avoir un impact positif sur la société et sur soi-même, comment, comment travailler sur soi. Et ce sont ce genre de connaissances qui m'ont permis ensuite de voir les choses de façon positive et de vouloir avancer. Donc oui, tout à fait. C'est vrai que lorsqu'il y a des ondes négatives, on utilise cela justement pour grandir, pour évoluer, pour travailler sur soi. Et donc, ouais, c'est vraiment beau d'entendre votre témoignage de ce point de vue-là. Et donc, suite à tout ce que vous nous avez partagé, quels conseils donneriez-vous à d'autres personnes qui bégayent, qui ont du mal à trouver un emploi ou bien ont renoncé à leur métier de rêve en raison du bégaiement? Je dirais que le bégaiement, ça ne vous définit pas. Ça fait partie intégrante de qui vous êtes et c'est quelque chose auquel, à laquelle vous devez faire face tous les jours, mais ce n'est pas la seule chose. En fait, quand on se lève, quand on commence sa journée, on parle à des gens, on ne fait pas que bégayer. Et donc, je pense que c'est important d'apprendre à se concentrer sur tout le reste, sur tout ce qu'on fait à côté, sur tout ce que l'on est.
et d'apprendre à se connaître. Moi, par exemple, une fois que j'ai compris que je suis une personne vraiment rigoureuse, avec un sens du détail, etc., j'ai commencé à vouloir mettre l'accent sur ces points-là plus que sur le bégaiement. Et donc, en fait, l'intérêt, c'est que ça nous permet de nous concentrer sur d'autres aspects de nous-mêmes. Et du coup, moi, je conseillerais à ces personnes de travailler sur par exemple, peut-être des compétences plus techniques ou alors d'autres compétences de façon à, sans doute, pouvoir équilibrer son profil et de pouvoir se présenter sous un jour plus favorable et attractif auprès des recruteurs. D'accord, merci beaucoup pour ces conseils. Et maintenant, avec plus de curiosité, j'aimerais bien savoir, puisque vous vous en sortez très bien dans votre domaine de profession, quel est le regard que les personnes donc, qui ne luttent pas avec le bégaiement, donc quel est le regard qu'ils ont sur vous en vous voyant très bien vous en sortir dans votre domaine? Et également, avez-vous déjà eu des retours de la part d'autres personnes qui bégayent? En vous voyant comme ça, à parler devant un public, est-ce que vous avez eu de l'influence sur sur d'autres personnes qui luttent avec le bégaiement, une influence positive dans leur vie? Euh, En fait, je pense que le regard des personnes qui n'ont pas de bégaiement, il dépend énormément du regard qu'on a sur nous-mêmes. Par exemple, si je parle en public et que je bégaye de façon sévère, bon, ça va gêner la communication, évidemment. Mais après, la question c'est, est-ce que moi, je le vis bien ou non? Et si je le vis mal et si ça se voit sur scène que je suis mal à l'aise, ça va rendre les autres mal à l'aise. Ça va créer une atmosphère un peu oppressante. Le principe, c'est de se dire, voilà, bon, je bégaye, c'est pas grave, je continue. Et l'important, c'est de faire sentir aux autres que même si on a cet handicap, on est quand même là, on a quand même envie de communiquer notre message et donc de faire en sorte de mettre une énergie positive dans ce qu'on dit et dans la façon dont on le dit. Ensuite, est-ce que j'ai influencé des gens de façon positive? Je ne sais pas vraiment, mais j'espère. J'espère surtout que si vous êtes un tout petit peu inspiré, vous n'hésiterez pas à appliquer mes conseils ou alors à me contacter directement. D'accord. Merci beaucoup pour votre témoignage et d'avoir accepté cet entretien. J'espère que vous allez continuer à bien vous en sortir dans votre domaine et aussi à être un exemple pour d'autres personnes qui n'oseraient peut-être pas faire ce que vous faites aujourd'hui. C'est vraiment un bon exemple. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Euh, Merci beaucoup, Alison. donc merci beaucoup, Emery Delmotte. Merci pour cet entretien. Merci.